unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. It is the middle ground between science and superstition, and it lies between the pit of man's fears and the summit of his knowledge. You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas. You've just crossed over into the light zone. Vous ne vous en êtes peut-être pas rendu compte, mais vous venez de quitter le Palais des Congrès. Il va être important pour la suite des opérations que vous gardiez votre calme, car vous venez d'être projeté dans une nouvelle dimension qui s'appelle l'IT Zone. Vous voici maintenant en 50 après Unix, soit en 2020 de notre ère, dans un petit pays d'Europe de l'Ouest qui s'appelle la Gaulerie. Et vous êtes maintenant chargé de mission au sein de son ministère de l'Éducation. Le gouvernement de la Gaulerie vient de décider de se lancer dans la réforme de son système éducatif, et vous apprenez par le biais de votre supérieur que vous allez devoir mener une réforme, et notamment organiser un colloque dont le but est de réfléchir aux grandes tendances des évolutions du secteur de l'enseignement. Comme dans toute organisation qui se respecte, le top-down n'est jamais loin. Vous apprenez alors que vous allez faire appel à des cabinets de conseil externes. Et vous n'avez même pas le temps de protester que votre supérieur vous explique que cette directive émane directement du dieu Jupiter lui-même, vous glissant au passage qu'il faut mettre les poteaux du cabinet McKinsey dans l'appel d'offres parce qu'il nous fait un petit prix à 500 000 €. Vous l'aurez compris, il s'agit ici d'une dystopie anachronique gallo-romaine et toute ressemblance avec des faits de notre actualité sera peut-être fait exprès. Alors, McKinsey, vous en avez déjà entendu parler. Vous ne savez pas réellement ce qu'ils font ni comment ils peuvent vous aider pour ce genre de réforme. Vous décidez donc alors d'aller sur leur site internet. Le voici. C'est le vrai en preuve, hein. Donc on n'apprend pas grand-chose, il y a un arc de triomphe, côté winner, mais vous remarquez deux choses déjà. Déjà que Gaulerie, ça s'écrit France dans l'IT Zone, et McKinsey s'écrit avec un S qui ne se prononce pas, ça c'est pour éviter toute poursuite judiciaire à la suite de stock. Donc... Merci. Et donc, le but, c'est de savoir comment ils peuvent vous aider pour mener une réforme du système éducatif de la Gaulerie. On va scroller un petit peu. On a ici une première proposition de valeur. Donc, c'est un partenaire accélérateur de l'innovation dans 200 domaines d'expertise. OK, donc c'est un gros cabinet de conseil. Il y a quand même un truc qui vous titille, c'est qu'en gros, là, on vous dit qu'ils ont 5000 profils technologiques. Pourquoi mettre ça plus en valeur que les autres alors qu'ils ont 200 domaines d'expertise? C'est bizarre, ça, c'est que de la tech. Bon, c'est pas grave. Scrollons un peu plus. On essaye de créer de l'empathie avec vous. Découvrir les membres de leurs équipes. Alors qu'on s'entende, il ne s'agit pas de n'importe qui. Là, c'est la directrice générale de McKinsey en Gaulerie, un membre du conseil d'administration et la chef de pôle d'assurance de chez McKinsey. Et vous remarquez que pour chacune de ces personnes, il y a une page qui leur sont dédiées. Ça vous fait une belle jambe. C'est sûrement des gens que vous n'avez jamais rencontrés d'ailleurs. Mais ce que vous remarquez en revenant sur la page principale, c'est un premier call to action qui vous fait découvrir d'autres profils. Alors, qu'on s'entende, il ne s'agit pas de n'importe qui, ce sont les directeurs associés seniors de McKinsey, donc ce ne sont pas n'importe qui. Mais ce que vous remarquez, c'est que pour chacun d'entre eux, il y a un pôle d'activité, comme le McKinsey Cancer Center, donc a priori ils ont des médecins. Il y a aussi des gens qui font des choses avec leurs doigts, là, le digital, et puis les gens de l'industrie des biens de grande consommation et du luxe. Merci. Mais attendez, parce que là, en fait, le but, c'est de trouver quelqu'un qui est spécialisé dans l'éducation, l'enseignement. Bon, c'est mal barré. Bon, c'est pas grave, on va continuer, on s'accroche. Donc, on revient sur la page principale, à de la démonstration de savoir-faire, de leur publication. Croissance durable et inclusive en Europe, ça ne vous concerne pas. Le digital, encore. L'automobile. Vaincre le cancer, décidément, ils ont vraiment des médecins chez eux. Et pour terminer, le métaverse. Super, ils ne sont peut-être pas trop au fait de... Voilà. Ensuite, on vous invite à aller travailler chez eux. Mais vous n'êtes pas trop le profil, donc vous ne comprenez plus. À qui est destiné ce site, en fait? Est-ce qu'on roule des mécaniques pour attirer de nouveaux talents ou c'est pour des clients potentiels? Là, vous ne comprenez plus rien. Donc ça finit par la position de leurs locaux dans la capitale. Donc là, ça fait bien 5 minutes que vous êtes sur le site,
mais vous ne savez toujours pas comment ils peuvent vous aider. Mais vous rappelez cependant qu'il y a un menu qui vous permet de découvrir quels sont leurs métiers. Vous voyez plus là, pardon, il est là-haut. Super UX, c'est pas grave. Donc là, vous allez découvrir ce qu'ils font. Des grosses boules en 3D qui tournent. Et donc, ce qui va renforcer ce sentiment qu'ils essayent de se positionner dans la tech, quoi. Enfin, on ne comprend pas trop. Bon, là, vous commencez à vous dire, je vais sérieusement lâcher l'affaire, mais il y a une petite flèche qui pointe vers le bas, qui vous invite à scroller. On s'accroche. Ah, là, on apprend que c'est une organisation matricielle en pôle de compétences sectorielles et fonctionnelles. Qu'est-ce que vous en fichez? C'est pas grave, parce que ce que vous remarquez, c'est qu'ici, ils ont un truc dédié à l'éducation. Enfin, super. Donc, démonstration de savoir-faire, témoignages de leurs clients, publications. Et comme on ne change pas une formule qui gagne, vous avez à la fin les gens qui font partie de ce pôle. Encore une fois, il ne s'agit pas n'importe qui, ce sont les partenaires, les senior partners, qui sont le haut de la chaîne alimentaire des consultants. Les pauvres petits business analysts, ils ne seront pas sur ce site. Donc, en définitive, vous avez plus appris sur la hiérarchie de McKinsey et son organisation dans un premier temps que sur la manière dont ils peuvent vous aider. Vous repartez donc avec une sensation un petit peu d'amertume, de frustration, parce que vous avez l'impression de ne pas avoir très bien investi votre temps. Et ça, ce n'est pas dû à n'importe quoi. Ça, c'est dû au fait que vous venez de vous frotter à l'IT Zone. L'IT Zone, c'est un monde où croyances et sciences ne se mêlent pour ne faire plus qu'un, et qui est régi par des lois qui influent grandement sur ce que chacun fait. Parce qu'on pourrait blâmer les UX designers de McKinsey pour avoir produit cette Fiat User Experience, mais en réalité, il existe un phénomène qui les a poussés à faire ça comme ceci. Pour l'expliquer, il faut revenir en 1998. Le New York Times publie une qui va changer la face de l'IT Zone, en mettant en avant les exploits du docteur Jacob Nielsen, qui, comme sa photo ne l'indique pas, n'est pas l'inventeur de la souris, même s'il est très content d'avoir une dans les mains. Le docteur Jacob Nielsen était considéré à l'époque comme le gourou de l'ergonomie de la page web. En gros, c'est un des pionniers de la user experience. Il s'était lancé comme mission de rendre le web plus utilisable. Il avait notamment remarqué dans les années 90 que les entreprises qui développent leur site internet avaient tendance à vouloir suroptimiser un indicateur d'indexation dans les moteurs de recherche qui s'appelle le SEO. Non, c'est plus vieux que ça. Le CIO. Vous avez déjà entendu parler de ça? Non? C'est le C-Level Ego Optimization. Parce qu'effectivement, ce n'est pas une blague. Dans les années 90, donc en 97, il publie cet article qui s'appelle Top 10 Mistakes of Web Management. Et son numéro 3, c'est le fait de laisser la structure de son site refléter son organisation. Il explique que les utilisateurs s'en fichent de savoir comment votre entreprise est organisée. Du coup, ils ne devraient pas être capables de déduire la structure de votre organisation à partir de la structure de votre site. Et qu'un signe classique de ce problème, c'est quand sur la home page, vous avez un bouton pour chacun des seniors vice-présidents de la compagnie. Chose que vous n'êtes pas du tout vivre maintenant en 2023 en prod. Donc, il est rejoint par un confrère dans ses observations, le docteur Nigel Bevan, en avril 1998, où il explique dans Usability Issues in Website Design pourquoi les sites sont aussi frustrants à utiliser et difficiles. Et l'une des raisons, c'est que les organisations produisent souvent des sites dont le contenu et la structure reflètent des intérêts internes de l'organisation plutôt que les besoins de l'utilisateur sur le site. Donc c'est pour ça qu'en gros, on vous dit on recrute, ouais, on sait faire de la tech, alors vous en fichez. Donc qu'est-ce qui fait qu'en 2023, on en est encore là, que ce sont des mauvaises pratiques qui sont documentées depuis les années 90? Un problème de compétence des UX designers? Pas vraiment. Alors que vous cherchez à en savoir plus, vous voici maintenant projeté dans une nouvelle époque de l'IT Zone. Voici maintenant à Redmond, dans la région de Seattle aux États-Unis, en 1938 après Unix, et vous êtes maintenant la directrice ou le directeur marketing de chez Microsoft. Vous êtes en train de peaufiner la stratégie commerciale de votre nouveau fleuron qui s'appelle Windows Vista. Pourquoi vous rigolez? Mais c'est alors que votre boss déboule furieux dans votre bureau parce qu'un de votre concurrent vient de publier ce petit spot publicitaire. Hello, I'm a Mac. And I'm a PC, here with good news for anyone who's ever been frustrated by Vista. Oh, you're fixing the problem. No, I'm making them easier to live with my new line of calming teas. There's Crashy Time Chamomile, just the thing to soothe the nerves after a Vista-related crash. Or if Vista's making your applications run slow, there's Pomegranate Patience. Oh, sorry. Sorry. Hello, I'm a Mac. And I'm a PC, here with good news. Bon, on la refait.
Hello, I'm a Mac. And I'm a PC, here with good news for anyone who's ever been frustrated by Vista. Oh, you're fixing the problem. No, I'm making them easier to live with my new line of calming teas. There's Crashy Time Chamomile, just the thing to soothe the nerves after a Vista-related crash. Or if Vista's making your applications run slow, there's Pomegranate Patience. Now, mornings are raspberry restart time for that's me. great, PC. Also afternoons, but... We should move on. Yes, let's move on, Mac, to my line of Vista stress-relieving bath salts. Alors, il s'agit d'un vrai spot publicitaire, on en fait plusieurs comme ça à l'époque. Donc c'est une catastrophe, parce que votre concurrent se moque des petits déboires de votre nouveau système d'exploitation. Car en effet, l'as des plantages matériels en série et des incompatibilités, enfin des plantages et des incompatibilités matérielles en série, eh bien, vos utilisateurs reviennent à Windows XP, votre OS précédent. Et certains même vont pour la première fois à la concurrence de la pomme croquée. Il s'avère que la pression est telle que vous êtes obligé de laisser les constructeurs d'ordinateurs de vendre des nouvelles machines sur Windows XP. Donc je ne dirais pas que c'était un échec, ça n'a simplement pas marché. Mais dans ces déboires, deux chercheurs de chez Microsoft et un de l'Université du Maryland se sont demandé si on ne pouvait pas rétrospectivement en profiter pour essayer de déterminer ce que seraient des bons indicateurs de qualité. Parce que, bon, Vista, c'est 3404 modules quand même, qui représentent les 50 millions de lignes de code. Et si on cherchait à évaluer ce qu'on utilise classiquement dans la qualité logicielle, les indicateurs de type code churn, code complexité cyclomatique, dependency, c'est le couplage, code coverage, c'est le taux de couverture en test de votre code, et l'après-release bug, c'est le nombre de bugs identifiés avant la release. Et ils se sont dit, est-ce qu'il y a une corrélation entre le fait qu'un module a eu plein de plantages en prod vis-à-vis d'un score comme 20% de coverage. Okay, donc ils essayent de savoir lesquels sont des bons prédicteurs de bugs et de pannes en prod. Mais ils vont rajouter un indicateur qui s'appelle Organization Structure. Ce qui est très bizarre, parce que ce n'est pas du tout technique, ça. Donc, dans leur étude, ils ont évalué chacun de ces indicateurs, et le but là, c'est d'être plus proche des 100% pour être un bon prédicteur de bugs. Et a priori, c'est l'organisation structure qui a le meilleur score. Donc, dans cette étude de 2008, qui s'appelle The Influence of Organizational Structure on Software Quality, an Empirical Case Study, les chercheurs ont démontré dans le cadre de Windows Vista que l'organisation était un meilleur indicateur de qualité et de prédiction de panne en prod que le code coverage. Donc, autrement dit, pour paraphraser Peter Drucker, Organization eats code quality tools à breakfast, c'est pas Sonar qui va vous sauver si vous faites du safe. C'était gratuit, je suis désolé. En réalité, les chercheurs voulaient démontrer un postulat qui avait été dicté quelques années avant cela, en 1975, par le docteur Frederick Brooks dans The Mythical Man Month, le mythe du mois homme, ça commence bien, et dans lequel il disait que la qualité du produit était grandement affectée par la structure de l'organisation. Au passage, ce livre est très fortement dérecommandé aux adeptes du diagramme de Gantt, le risque de malaise vagal étant trop important dans leur cas. Mais, alors que vous cherchez à en savoir plus, voici projeté dans une nouvelle époque. Je fais exprès parce qu'après-midi, au cas où il y en a qui dormiraient, ça, c'est le son du RER-A qui vous amène en gare de la Défense, plus particulièrement à Courbevoie, en 46 après Unix, en 2016, et il y en a dans la salle qui voient de quoi je parle. Et vous êtes alors architecte au sein d'une grande multinationale de voyage en ligne. Votre entreprise vend des billets de train dans tous les pays du monde. Cependant, la manière dont on vend du train ne se fait pas du tout de la même manière selon les pays. Et comme votre entreprise ne veut pas faire du code custom et avoir une expérience mutuelle, enfin, la même pour quel que soit le pays, ils se disent on ne veut pas faire du code pour chacun des pays. Donc, en tant qu'architecte, vous avez défini cette architecture qui est agnostique des pays. Il y a 3 briques, il y a la UI, Rail Shopping, c'est les fonctionnalités de comment je réserve mon train, et Rail Supply, c'est les interconnexions avec les transporteurs. La SNCF en France, la SNCB en Belgique, qui sont très originaux, et puis la Renfe en Espagne. Donc, en tant que bon architecte, ou bonne architecte, maintenant que vous avez défini ça, ça fait 3 ans que ce truc-là a été défini, que les équipes de développement travaillent dessus, vous décidez donc de descendre votre tour d'ivoire pour aller voir ce que les grouillons ont fait dans le code. Et donc, quelle est votre stupeur quand vous vous rendez compte qu'ils commencent à grave galérer à maintenir ce truc-là,
et que dans le code, chacune des briques était découpable par pays, avec des fonctionnalités qui se retrouvaient dupliquées. Mais que s'est-il passé? Un manque de maturité des équipes de développement? Il s'avère qu'après quelques investigations, cela venait d'une fausse croyance du management qui s'appelle la feature team. Donc la feature team, c'est un pattern qui est censé et qui peut aider à être le plus, autonome possible pour implémenter une feature qui aurait été tout un projet dans toutes les couches du SI. Et une fois qu'on a fait ça, on va implémenter autre chose et on ne sait pas qui va maintenir le truc. Mais le fait est que dans ce cas-là, le management avait 3 équipes. Et ils se sont dit, comme la stratégie de mise en prod, c'est de faire d'abord un MVP pour la France, avec un deuxième MVP qui va compléter pour l'Angleterre et puis pour finir l'Allemagne, ils se sont dit, ça va être plus simple de mettre une équipe par pays. Okay, mais le truc, c'est qu'on a 3 équipes, avec des managers différents, deadlines différentes, objectifs différents, time zones différentes, sinon c'est pas marrant. Et en plus, elles codaient toutes au même endroit. Donc qu'est-ce qu'elles ont fait? Comme elles ne voulaient pas casser les petits copains-copines à côté, on a fait un if mon pays. Voilà. Elles n'avaient pas plus de raison de se synchroniser, n'est-ce pas? Ce qui fait qu'on a produit exactement ce qu'on ne voulait pas. Et le pire là-dedans, c'est que personne ne veut payer l'assainissement du système parce que l'ownership de chacune des briques n'est pas clair. Il semblerait que l'IT Zone essaye de vous envoyer un message. Il semblerait que l'expérience utilisateur, la conception produit, la qualité du produit et du code et l'architecture sont grandement impactés par votre organisation. Alors, pour l'instant, on n'a vu que des effets, mais qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Pour trouver une explication, il va falloir remonter encore plus dans le temps, notamment en 1968. Le docteur Melvin Conway publie un article qui s'appelle « How do communities invent ?» dans la revue Datamation. Il va s'intéresser sur la manière dont les entreprises ont à designer des systèmes. Prenons un système e-commerce comme celui-là, qui est constitué de 4 sous-systèmes. User, c'est la gestion des utilisateurs. Shopping, c'est le catalogue produit avec je sélectionne ça et ça, je le mets dans mon panier. Paiement, le paiement. Billing, la facturation. Un système, c'est ce que vous voulez. Un service en ligne, un produit logiciel, un téléphone, une montre, une voiture, whatever. Et là, Melvin Conway se demande s'il n'existerait pas une relation entre la structure du système et celle de l'organisation qui l'a produite. Et on va faire un petit exercice que vous allez pouvoir tous répéter dans vos entreprises. Vous allez voir, c'est très facile. Il remarque que pour chacun des sous-systèmes, on va être en mesure de trouver une équipe qui est en charge de designer, implémenter, maintenir, etc. ce système. Il remarque aussi que pour que le système puisse fonctionner, certains de ces sous-systèmes doivent s'interfacer, comme ici, entre user et shopping. Il remarque alors que si deux sous-systèmes doivent s'interfacer, les équipes qui sont en charge de ce sous-système vont devoir, elles, avoir une communication formalisée pour négocier un contrat d'interfaçage et potentiellement discuter des éventuels problèmes d'intégration. Généralement, cette communication, si on est dans des grandes structures, elle va être animée par une coordinatrice ou un coordinateur qu'aujourd'hui on appelle Scrum Master ou Product Owner. Ce qu'il remarque aussi, c'est que si vous avez deux systèmes qui ne s'interfacent pas, comme shopping et billing, les équipes qui en sont en charge, elles, n'ont pas plus de raison de ça, de discuter entre elles. Donc Melvin Conway démontre qu'il existe une relation étroite entre la structure du système et celle de l'organisation qui l'a produit. Cependant, il n'est pas rare qu'une équipe soit en charge de plusieurs sous-systèmes ou inversement, ce qui fait que là, on aurait une version compactée de l'organisation, l'organisation deviendrait une version compactée de celle du système ou inversement. Donc en fait, ce que démontre Melvin Conway, c'est que la relation qui existe entre la structure du système et celle de l'organisation est ce qu'on appelle un homomorphisme. On pourrait croire qu'il n'a pas inventé l'eau chaude, mais le fait de dire ça, en fait, c'est là où commence le drame. Parce que pour vous expliquer, c'est qu'un homomorphisme va avoir certaines propriétés. Prenons une organisation existante, décidée par le management, alors qu'on ne sait pas encore ce qu'on va produire. Le but d'une organisation, c'est, à partir d'un besoin, lister toutes les solutions potentielles qu'elles peuvent imaginer et les comparer les unes les autres selon les avantages et les inconvénients pour sélectionner la meilleure des solutions. Faisons comme si nous étions omniscients et qu'on était capable de lister toutes les solutions possibles. On va les limiter à 2 là. Admettons que la deuxième solution est la meilleure. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que cette organisation va être en mesure même d'imaginer cette solution et de la choisir? Donc si on compare les deux solutions, on remarque que dans la deuxième solution, entre user et billing, il y a une interface qui n'existe pas là-haut. Et là, il y a un sous-système checkout qui n'existe pas ici. Okay, donc, maintenant, on va regarder du côté de l'organisation.
Il n'y a pas de communication formelle entre user et billing, et il n'y a pas d'équipe checkout. Si on applique la règle de l'homomorphisme, eh bien, cette organisation va être amenée à produire le premier système. Pourquoi ? Notamment, les équipes user et billing peuvent ne même pas avoir conscience qu'en discutant ensemble, elles peuvent trouver un interfaçage dans le système qui le rendra meilleur. Et le pire, c'est plutôt les équipes shopping et paiement, parce que, quelque part, elles ont été formées d'une certaine manière, elles ont peut-être chacun leur manager, et on les a polarisées sur leur manière de réfléchir. Donc s'il y a des responsabilités qui sont à l'intersection de leurs deux équipes, comme ici de checkout, elles vont avoir énormément de mal à sortir de leur organisation pour décider qu'il y a un système entre elles. Oui, parce que l'organisation a polarisé leur manière de réfléchir. Et on sait très bien dans une organisation que la communication et l'organisation même est quelque chose qui est peu flexible, ce qui fait que cette organisation va être poussée à produire le premier système. Et ce phénomène est d'autant plus vrai que l'organisation est grande. C'est pour ça que Melvin Conway explique que le phénomène de choisir une organisation signifie qu'on a fait de manière consciente ou non des choix de design. Et que choisir une organisation, par construction, va probablement exclure des designs qui peuvent être meilleurs. Alors ça ne s'arrête pas là. Non, pardon. J'ai oublié de vous donner un petit exemple. Conway, pour illustrer ce qu'on vient de voir là, part d'une structure dans les années 60 de 8 personnes qui devaient implémenter un compilateur Algol et un compilateur COBOL. Pour des soucis de budget et de timing, ils ont séparé ces gens-là en deux groupes, 5 sur compilateur COBOL et 3 sur compilateur Algol. Le résultat a été que le compilateur COBOL s'exécutait en 5 phases, alors que le compilateur Algol en 3. Alors que ce sont à peu près les mêmes types de logiciels. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Tom Cheetham, en 1996, explique que si vous demandez à 5 personnes de faire un compilateur COBOL, il s'exécutera en 4 phases au lieu de 5, simplement parce que il faut bien que quelqu'un fasse le manager. Alors, ces histoires d'homomorphisme, comme je l'ai dit, ça va nous amener un peu loin, parce que Conway explique qu'au tout début d'un projet, généralement, on ne sait pas trop où on va, donc à partir du besoin, on va mettre une petite équipe dessus pour éviter de se marcher dessus. Le truc, c'est que, généralement, un manager n'est pas loin. Et un manager, il sait que s'il y a de la pression en termes de timing et de budget, s'il rate sa deadline alors qu'il n'a pas pris à sa disposition toutes les ressources qu'il disposait, on va dire, on va lui reprocher une faute de management. Et ça va créer de la pression sur les designers initiaux du système qui préféraient peut-être continuer à se battre avec la complexité du besoin afin de trouver une solution optimale, plutôt que, en la réduisant bien sûr, plutôt que de devoir déléguer et gérer de la synchro, etc., etc. Mais comme le management trouve que c'est souvent trop risqué de procéder ainsi, eh bien, ils vont se voir renforcer pour maximiser les chances d'atteindre la deadline. Ça, selon Conway, ça vient d'une croyance qui est que le travail est quelque chose de linéaire. C'est-à-dire que le travail de 2 personnes sur 4 mois, c'est équivalent au travail de 4 personnes sur 2 mois. Et pour se moquer de ça, en fait, Frederick Brooks, dans The Mythical Man Month, explique qu'une grossesse humaine, ça prend 9 mois, quel que soit le nombre de femmes que vous assignez à la tâche. Donc, pour revenir à cette organisation qui a grandement grossi, généralement en entreprise, il y a des règles RH qui vont vous dire double pizza team, tout ça, machin, donc pas plus de 2 personnes par équipe, un manager par équipe, ce qui fait qu'une organisation va prendre forme. Et une fois que cette organisation existe, elle sera utilisée. Mais là, du coup, on a une organisation avant même de savoir réellement ce qu'on va produire. Et comment on va faire ensuite ? Il y a plein de gens, il faut les occuper. Donc, le besoin, on va le découper de manière arbitraire et encore arbitrairement pour que chacun ait un petit bout du problème. Et donc, les intersections comme celle-ci, les équipes vont avoir grave du mal à s'en rendre compte parce qu'on l'a polarisé et en fait, on a créé un truc qui s'appelle les silos. Donc, Melvin Conway explique qu'il n'existe pas de groupe de design qui est à la fois organisé et non biaisé. Alors, pour parler aussi des effets de l'homomorphisme, il explique qu'en gros, la qualité de la communication s'est dégradée au moment même où il y a eu délégation. Pour vous expliquer ça, en gros, les designers initiaux du système, ils ont dû prendre de la hauteur. Étant les sachants, comme il y a des nouveaux arrivants-arrivantes,
on va leur demander de déverser leur savoir sur les nouveaux et les nouvelles. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire aussi de la coordination. C'est-à-dire qu'ils vont prendre de la hauteur sur le problème. Prenons maintenant 2 personnes hiérarchiquement éloignées dans des équipes. Si ces personnes doivent se mettre d'accord pour un contrat d'interface, imaginons, et qu'elles n'arrivent pas à se mettre d'accord, que nous disent les règles d'entreprise? L'escalade. Donc on va impliquer des gens qui se sont éloignés du problème. Et si ces personnes-là n'arrivent pas à se mettre d'accord, on va encore escalader en appliquant quelqu'un qui est des fois pas technique du tout, et on va lui demander de faire un choix sur 30 minutes ou 1 heure, alors qu'il y en a d'autres qui bossent sur des semaines sur le problème. Donc là, en fait, ce qu'explique Conway, c'est que généralement, la structure de communication va tendre vers la structure administrative de l'entreprise. Et ça va se refléter dans le système produit. C'est pour ça que les militaires ont tendance à produire des systèmes qui ressemblent en fait à leur organigramme. Si vous avez déjà fait du COBOL, moi j'en ai déjà fait, un programme COBOL, c'est organisé comme un régiment militaire, en division, en section, et c'est parce que c'est des militaires qui l'ont inventé. Donc en fait, ce que dit Conway, c'est que la structure des grands systèmes va tendre à se désintégrer durant le développement, qualitativement plus que pour les petits systèmes, à cause de cette histoire de désintégration de la communication. Pour illustrer ça, Frédéric Brooks, en fait, le schématise très bien. Il vous explique que quand il y avait 3 personnes, il y avait 3 canaux de communication. Quand on est passé à 11, là, comme dans l'exercice, on n'est pas passé à 11 canaux, on est passé à 55 canaux de communication. Ce qui fait que l'effort de communication n'est pas linéaire, et donc l'effort du travail n'est pas linéaire non plus. Et on a vu qu'un système produit par 11 personnes ne va pas du tout ressembler à un système pensé par 3 personnes. Et ce que dit Conway, c'est que si vous avez 3 personnes bien choisies, elles vous designeront un meilleur système que 11 personnes, simplement parce que toutes les hypothèses qu'on fait, qui sont vraies de parallélisation, qui sont vraies quand on épluche des pommes de terre, partent en fumée quand on design des logiciels. Enfin, des logiciels, oui, il était dans l'IT, mais des systèmes. Et le fait de vouloir en fait maximiser ses chances d'atteindre sa deadline en rajoutant des gens va faire tendre la structure vers sa forme bureaucratique avec des surcoûts de communication et de synchronisation qui fait qu'au bout d'un moment, comme dit Conway, il va falloir restreindre la communication, ce qui est contre-intuitif, pour que les gens puissent faire leur boulot. Qui ici s'est déjà plaint d'avoir trop de meetings et trop de cérémonies? Tout le monde. Du coup, maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on peut penser de ça? Ok, easy shot. Oui, parce que pour ceux qui ne connaissent pas Safe, c'est plein de structures, plein de coordinateurs intermédiaires avec un graphe complet de communication et de synchronisation, complètement exhaustif de ce que vous allez produire. Donc si ça se reflète dans le système que vous produisez, il y a un truc qui s'appelle le monolithe distribué. Peut-être qu'il y en a qui connaissent, c'est super bien. Donc pour vous donner en fait la loi de Conway en tant que telle, parce que là on a fait la démonstration, les organisations qui produisent des designs sont contraintes de produire les organisations qui designent des systèmes sont contraintes de produire des designs qui sont des copies de leur structure de communication. C'est pour cela que tout à l'heure, quand on était sur le site de McKinney, la première chose que vous avez découvert, c'était l'hiérarchie en partant du haut. Et ce qui était très notable, et je suis bien content d'avoir trouvé cet exemple, c'est que plus vous avanciez dans le site, et plus vous descendiez l'organigramme. Un autre truc, c'est que vous avez découvert leur structure matricielle, alors que ça, vous en fichez. Ça, c'est typiquement un exemple en prod, où un endroit où la structure de communication a tendu vers la structure administrative, et qui s'est reflétée dans le système produit. C'est un effet homomorphique, là encore. Dans le cas du site de voyage en ligne, on voulait une architecture agnostique en fait, de chacun des pays, en mutualisant les développements. Il a été produit l'inverse. Pourquoi? Parce qu'on avait une organisation orthogonale à ce qu'on voulait produire, avec une équipe par pays. Et pour finir, dans le cas de Windows Vista, vous avez vu que la qualité de l'organisation avait un impact sur la qualité en fait, de ce qui était produit, et de manière plus significative que le code coverage. Et ça, c'est un effet homomorphique aussi, parce que la qualité d'un côté se reflète de l'autre côté. Et pour vous donner des détails dans ce qu'il y avait dans Organizational Structure, il y avait 8 postulats dans cette étude. J'en ai cité que 3. Et dans ces postulats, il y a le fait qu'une grande perte des membres de l'équipe affecte la rétention de connaissances et donc la qualité.
plus les contributeurs à un composant appartiennent à une équipe, plus grande est la qualité, que plus la personne qui a le pouvoir de prendre une décision sur le composant est proche hiérarchiquement des ingénieurs qui éditent, meilleure est la qualité. Donc en gros, ces postulats sont aux antipodes de la désintégration de la communication que disait Melvin Conway. Coïncidence? Je ne crois pas. Donc, est-ce qu'on est maintenant condamné à subir la loi de Conway? Malheureusement, oui. Mais on peut apprendre à mieux gérer ses effets. Melvin Conway explique que l'effort de design doit s'organiser selon le besoin de communication. Donc, en gros, on a un besoin, il faut le réduire en sous-systèmes, parce que c'est une manière de réduire la complexité. Et puis là, ensuite, on va identifier comment ces systèmes s'interfacent pour que le système puisse marcher. Et à partir de là, on va définir une organisation qui va nous assurer à ce que les canaux de communication soient restreints à leur strict minimum pour que les gens puissent s'assurer de faire leur boulot. Le truc, c'est qu'on sait qu'un design est jamais, qu'on choisit, le premier design n'est jamais le meilleur. Et en plus, les besoins évoluent. Ce qui fait qu'il va falloir réussir à enquiller ce type de changement. Mais pour ce faire, il faut que l'organisation soit flexible dans sa structure de communication et d'organisation pour pouvoir designer efficacement. Donc là, en disant ça, Melvin Conway vient de dépeindre une technique d'organisation et de design qui sera nommée plus tard, en 2010, en Inverse Conway Maneuver. Donc ça, c'est un terme qui a été trouvé par Johnny Leroy et Matt Simmons de chez Southworks dans Dealing with Tricky Legacy Platforms. Ils expliquent qu'en fait, ce qui nous empêche d'être efficace en entreprise, ce sont les silos. Il faut absolument les casser. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on soit assez flexible dans notre organisation et notre communication pour justement designer efficacement. Cependant, il n'est pas souvent réaliste de changer l'organisation. C'est quelque chose de difficile, c'est humain, tout ça, ça coûte cher. Et rappelez-vous que c'est la structure de la communication qui va se refléter dans le système produit et pas l'organisation directement. Donc vous allez avoir plus de levier à changer la com entre les gens pour améliorer les choses. Mais cependant, en 2015, il y a l'essor des microservices dans l'IT Zone. Et là, James Lewis, qui est Technical Director chez Southworks, va un petit peu plus loin parce qu'il dit que, en fait, une organisation devrait se focaliser sur une structure qui correspond à ce qu'elle veut produire, plutôt que de demander à des équipes qui existent déjà de suivre une architecture sur le papier, parce que ça ne fonctionne jamais. C'est un peu ça l'esprit des Inverse Conway Maneuver. Alors le truc, c'est qu'il y a d'autres observateurs dans l'IT Zone qui vont partager ces constats, en fait, sans aide de l'école des manœuvres de Conway inverse. Typiquement, en 2017, Jan Bosch, professeur au Chalmers University of Technology et ancien VP du Nokia Research Center, publie un article qui s'appelle « Structure Its Strategy » en 2017, où il parle du modèle BAPO. Alors, le modèle BAPO, c'est très simple. Il explique qu'une organisation, ça doit d'abord se focaliser sur comment créer de la valeur à ses utilisateurs et comment générer des revenus. Ensuite, il faut définir l'architecture et les choix de technologie qui permettent de résoudre ce besoin. À partir de là, on va définir les process qui permettent de construire cette architecture. Et pour finir, une fois qu'on a le B, le A et le P de ce modèle BAPO, on définit l'organisation. Et ce qui remarque, c'est que les entreprises ne sont pas BAPO, mais OPAB. C'est-à-dire qu'elles partent d'une organisation existante et, par pure convenance, va définir des process. Oui, on a Jean-Pierre, il est validateur, donc on va avoir un process de validation. Et puis, ça va amener une architecture accidentelle, parce qu'elle est drivée par le passé de l'entreprise au lieu de son futur, ce qui fait que ça va grandement avoir un impact sur nos capacités d'innovation en termes de business. Et ces observations, ce qui est très remarquable, c'est que si on remonte à Nigel Bevan dans les années 90, il donnait 5 étapes qui permettaient de se prémunir du problème qu'on a vu au début. Et ces 5 étapes, dans l'ordre, elles sont mappables sur le BAPO. Alors, qu'est-ce que nous, on peut avoir pour gérer les effets de la loi de Conway au niveau d'un système logiciel? Eh bien, heureusement pour nous, dans l'IT Zone, il y a plusieurs gemmes. Notamment, il y a le Domain Driven Design pour traiter du B et du A, du business et l'architecture. Alors, si vous ne connaissez pas, c'est une philosophie qui vise à remettre au centre du développement logiciel le métier, l'analyse du métier, avant de se lancer dans l'implémentation. Donc, ça a été formalisé en 2003 par Eric Evans. Et le Domain Driven Design, en fait, part d'un constat aussi, qui est un biais qu'on a tous en tant qu'ingénieurs, c'est qu'à chaque fois qu'on nous explique un problème, dans nos têtes, on est déjà en train de construire la solution. Ce qui fait qu'on biaise les choses de malade, quoi.
On sait que c'est du REST, du coup, non, ça, tu peux pas faire ça. En fait, si, tu peux, mais c'est juste qu'il faut peut-être utiliser une autre solution. Ce qui fait que le domain-driven design, c'est par deux espaces. L'espace du problème, le business, de l'espace des solutions. Hein. Et quand on est dans un espace, on n'essaie pas de traiter l'autre. Et pour traiter ces espaces, on a ce qu'on appelle les patterns stratégiques. Donc, qui vont nous permettre, notamment, dans le cas du business, de le cartographier. Donc là, en fait, on va prendre des experts et des experts du domaine métier, on les met dans une salle avec des personnes qui seront en charge de designer les systèmes, avec des profils pluridisciplinaires, et on les fait parler ensemble. Il n'y a pas besoin d'une organisation spécifique pour ça. Et donc, comment on fait? On utilise un atelier qui s'appelle l'Event Storming, qui a été formalisé par Alberto Brandolini. Et le but, c'est de lister tous les événements métiers qui sont importants, de les organiser sur une timeline pour modéliser les flux de création de valeur. Okay? Une fois qu'on a ça, on va analyser les concepts métiers. On va voir comment ils évoluent. Il y en a certains qui vont évoluer ensemble. Au bout d'un moment, il y en a d'autres qui vont disparaître sur la timeline. Ça va nous donner des frontières. Et dans le jargon du DD, on appelle ça des bandits de contexte. Mais dans le jargon des systèmes, ça s'appelle des sous-systèmes. Donc en gros, grâce à ça, on a défini des frontières de sous-systèmes. Ce qui nous permet déjà d'avoir un premier pas vers la solution. Donc ensuite, ce qu'on fait, c'est de l'architecture. Mais de l'architecture comme vous n'avez peut-être jamais vu. C'est-à-dire qu'ensuite, on va faire ce qu'on appelle un context map. Context map, c'est un schéma d'architecture qui va vous permettre de prendre en considération les effets de la loi de Conway. Parce que, notamment là, ici, si on s'intéresse aux deux sous-systèmes en bas, on va d'abord analyser la manière dont ils ont besoin de s'interfacer l'un l'autre. Là, paiement, qui est ici, a besoin de s'interfacer avec shopping. OHS, là, ça veut dire Open Host Service. En gros, c'est une API, pour simplifier. Okay? Et ACL, là, ça veut dire que paiement va se protéger de shopping. Pourquoi? Parce que si shopping casse son modèle métier, ou son API, vous n'avez pas envie que les inters de paiement explosent. Donc vous avez un petit SaaS, là, dans le client, qui permet de faire un mapping vers le modèle de paiement. Pour ceux qui font l'architecture hexagonale, je pense que vous voyez de quoi je parle. Mais on va plus loin. On va bien plus loin. Parce que d'un point de vue métier, on va regarder les rapports de force. Donc il y a plein de rapports de force différents, mais je vous en citer un seul là. C'est le mutually dependent, qui veut dire que, par exemple, si un des deux systèmes foire, en fait, les deux seront en échec. Que ce soit dans le développement, commercialement ou en prod. Pourquoi? Si vous pouvez rajouter des trucs dans votre panier et que vous n'avez pas payé après, ça ne sert à rien. Et si vous pouvez payer mais rien mettre dans votre panier, ça ne sert à rien. Voilà. Mais une fois qu'on a cette information, ce qui va être très intéressant, c'est de regarder les équipes qui sont en charge et voir comment elles interagissent. Et on va qualifier en fait leur interaction. Si par exemple elles sont dans un mode supplier-customer, ça veut dire que l'équipe paiement fait prioriser ses tâches dans la backlog de shopping. Ce qui n'est peut-être pas une super bonne idée, parce qu'en fait, ça veut dire que shopping est en mesure de prioriser et d'arbitrer en fait, le besoin de paiement, alors que son succès dépend de paiement. Peut-être qu'il vaudrait mieux travailler sur un lien de partnership, où là, elles vont vraiment travailler ensemble sur ce qui est important pour les deux, et de s'assurer du succès mutuel de chacune. Ça, le context map, ça permet de voir l'orthogonalité entre la structure de l'organisation, la communication de l'organisation et les besoins et la solution idéale qu'on veut mettre en place. Donc, je vais aller vite sur cette slide, mais un domain-driven design, ça permet de cartographier le business avec un event storming, faire émerger les sous-systèmes et met en lumière les rapports de force entre les systèmes et les process de communication d'équipe. Ah oui, il y en a qui s'attendaient à du value object, agrégat, tout ça. Et en fait, non, c'est pas que ça. Mais cependant, ça ne donne pas beaucoup de billes sur comment s'organiser. C'est-à-dire une équipe par sous-système, plusieurs équipes, et ça ne va pas du tout traiter des ops, par exemple, parce que c'est ce qu'on appelle de la complexité obligatoire. On est obligé d'avoir des infrastructures, etc. Mais le domain-driven design s'intéresse surtout au métier. Au métier de l'entreprise, j'entends, pas au métier du développeur ou quoi que ce soit. Mais heureusement pour nous, il y a Team Topologies qui sort en 2019, qui va traiter du P et du O, de Matthew Skelton et Manuel Pais. Et Team Topologies, en fait, c'est un pattern dynamique d'organisation et de communication. Je ne vais pas tout vous expliquer, parce qu'il me faudrait un talk en entier pour ça, même 2, même 3. Et c'est parti. Donc, alors, le process. Non, je rigole. En fait, ce que disent Team Topologies, c'est qu'ils vont avoir une approche complètement différente. D'habitude, comment on size des équipes?
on a un système, il peut être mastoc, et puis on met autant de gens qu'il faut dessus, et après, comme on a des règles managériales, on dit, s'il y a 60 personnes et qu'on fait des équipes de 6, ça fait 10 équipes. Eux, ils disent, non, il ne faut pas faire comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est limiter la taille des systèmes à la charge cognitive de chacune des équipes. C'est-à-dire qu'il y a un ownership clair par équipe. Équipe A gère le domaine A, et la taille du domaine A doit être construite de telle manière à ce qu'on ne surcharge pas de travail l'équipe, et qu'elle soit en mesure de designer, d'implémenter et de maintenir le truc en prod. Ensuite, on va avoir des patterns de communication donc, et d'organisation. Si on prend nos équipes shopping et paiement, admettons qu'elles se rendent compte que ça frotte un peu entre elles là, avec cette histoire de responsabilité diffusée. Elles vont pouvoir entrer dans un mode de communication formalisé qui s'appelle la collaboration. Ça a l'air débile dit comme ça, mais c'est comme ça que ça s'appelle. Et la collaboration, en fait, ça va faire monter la charge cognitive des équipes pendant une période donnée, peut-être quelques semaines. Et on sait que c'est un événement charnière, parce que là, elles vont devoir résoudre un problème qu'elles n'ont pas l'habitude de résoudre, comme trouver un meilleur design pour ce système, tout en continuant à gérer les features à développer sur leur propre système, à maintenir leur système, etc. Donc là, on fait monter l'entropie. Et le but, c'est que cette période soit la plus petite possible. Une fois qu'elles ont défini le design du système idéal, eh bien, si le système checkout là, qui vient d'émerger a trop de charge mentale, charge cognitive pour chacune des deux équipes, eh bien, ce que dit Team Topologies, c'est qu'il faut faire monter une nouvelle équipe, soit avec des membres des anciennes équipes renforcées avec du recrutement, comme vous voulez. Mais là, on va complètement changer en fait, de mode de travail. Parce qu'une fois qu'on a les interfaçages entre équipes, on va passer maintenant dans un mode de travail qui est ce qu'on appelle un X as a service en termes d'interaction. C'est-à-dire que l'équipe shopping fournit un service humain à checkout. Et ça se fait sur de plusieurs manières. Mais le but, c'est de réduire au maximum les interactions entre les équipes pour qu'elles soient le plus autonomes possible. Donc là, en gros, on documente une API et pour qu'elle soit le plus utilisable possible, et on a un process pour pouvoir enquiller les demandes des équipes consommatrices en fait, de ce qu'on produit. Donc Team Topologies, c'est 3 modes d'interaction et 4 typologies d'équipes. Je ne vais pas rentrer plus dans le détail, mais je vous invite à chercher. Il me semble que Docker utilise Team Topologies. Donc, dans ce talk, vous avez vu qu'avec l'Inverse Conway Maneuver et le BAPO, on pouvait, à travers le Domain Driven Design et Team Topologies, apprendre à mieux gérer les effets de la loi de Conway. Pour ceux qui seraient sceptiques, il y a une étude scientifique de 2018, qui s'appelle Accelerate, qui amène son support à l'efficacité des manœuvres de Conway inverse. Si vous voulez en savoir plus sur cette étude scientifique, il y a un talk demain qui s'appelle « À la découverte d'Accelerate » avec monsieur qui est là, avec Geoffroy. C'est demain après-midi, si je ne dis pas de bêtises, et je vous invite à aller voir. Ça répond à la question de « Est-ce qu'il faut faire du TDD ou pas ?» Et là, tu es dans la merde. C'est pas vrai. Mais attention, avant de vous quitter, il faut savoir un truc. La manœuvre de Conway inverse, ce n'est pas une baguette magique, ce n'est pas une silver bullet. Comme le dit Mathias Verras, ce n'est pas parce que vous changez votre organisation que ça va vous garantir d'avoir le design du système que vous espérez. Pourquoi ? Notamment parce que si votre système est rigide à la modification, vous pouvez vous organiser comme vous voulez, ça ne changera rien. Oui. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord travailler sur l'assainissement du système avant d'espérer de se réorganiser. Et n'oubliez pas qu'une réorganisation, ça coûte cher. En humain aussi, et pas qu'en termes de temps et en termes de ressources. Donc, n'utilisez pas cette carte n'importe comment. De toute façon, je ne suis même pas sûr que ce soit vous qui avez les mains là-dessus. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Mais il faut comprendre que la loi de Conway, c'est une contrainte, d'accord, qui va s'appliquer. Et donc, la manœuvre de Conway inverse, c'est un des moyens. Mais si vous ne pouvez pas changer l'organisation ni la structure de communication, là, vous allez devoir faire des trade-offs sur l'architecture et potentiellement expliquer que on va devoir faire des trade-offs en termes de métier aussi. Donc, je m'appelle Julien Topsu, je suis tech coach chez Shodo, une ESN parisienne, nantaise et maintenant lyonnaise, spécialisée dans le software craftsmanship et le domaine driven design. Et dans ma grande montée, je vous ai ramené au Palais des Congrès, mais faites attention à vos croyances, sinon vous risqueriez d'être coincé à tout jamais dans l'IT Zone. Merci.